et par un petit message dans le, dans le, dans l'espace de discussion. Et puis voilà, avec ça, tout devrait bien se passer. C'est parti. Je vous rappelle les différentes associations et entités qui se cachent derrière le DGENR. Euh, le- il est animé par le réseau GECLAIR, qui est le regroupement des collectifs citoyens d'énergie renouvelable dans le Grand Est, et le générateur, qui porte les mêmes missions au service des collectivités. Et finalement, les animateurs de ce réseau sont trois associations qui sont réparties autour des trois anciennes régions. Donc l'ALE 08 pour la Champagne-Ardenne, LER pour la Lorraine et Alter Alsace Énergie pour la partie alsacienne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de prendre date des prochains événements qui auront lieu organisés par notre réseau, avec une date intéressante à noter. Les 18 et 19 octobre, à Épinal, il y aura notre journée régionale, le vendredi et le samedi, auquel vous êtes invités à participer. Vous pouvez déjà prendre date et puis vous retrouverez de toute façon tous les agendas, toutes nos formations, tous nos webinaires sur le site Géclair et sur le site Générateur pour pouvoir continuer à avancer avec nous. Je vous présente ensuite le déroulement de notre intervention. On va faire un focus assez global sur les démarches administratives pour les différents projets d'énergie renouvelable, donc avec finalement les trois grandes entités qui seront les autorisations d'urbanisme, l'autorisation environnementale unique et puis les démarches de finalisation de projet. Le temps ne nous permet pas d'être complètement exhaustif sur toutes les démarches. Donc, par exemple, on n'abordera pas les thématiques qui autorisent la vente d'électricité, par exemple. Et puis, il y a des fois où on ne pourra pas être complètement exhaustif, complètement. On va essayer d'être autant précis et de vous donner les informations qui vous rendront service. Mais ce sera dans la limite de la demi-heure qu'on a à partager avec vous. Et je vous présente Benoît Humbert de l'ADREAL. Donc l'ADREAL, c'est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement au niveau de la région Grand Est, qui est inspecteur en charge des énergies renouvelables et en particulier responsable du pilotage de la task force éolien. Voilà, les questions-réponses peuvent venir au fur et à mesure de la présentation, mais il y aura aussi un temps de questions-réponses à la fin, où finalement on aura terminé notre présentation et vous pourrez sereinement nous parler de ce qui vous reste en tête. Et bien, je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet avec les autorisations d'urbanisme. Les autorisations d'urbanisme, il y en a deux. La déclaration préalable ou le permis de construire. La déclaration préalable est une démarche beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Dans les deux cas, la demande est à faire à la mairie, mais il y a certains aspects qui rendent nécessaire d'avoir un permis de construire. Notamment, la plus fréquente, c'est quand il y a besoin de construire un bâtiment neuf de plus de 20 mètres carrés. Dans ce cas-là, on est obligé de faire un permis de construire. La déclaration préalable n'est plus suffisante. Euh, je vous propose je ne vais pas aborder l'éolien parce que c'est Monsieur Humbert qui s'en occupera dans sa présentation. Pour le photovoltaïque en toiture, le permis de construire est nécessaire pour un bâtiment neuf et donc dans ce cas-là, la photovoltaïsation sera dans le permis de construire du bâtiment. Et on a de temps en temps la question des ABF, des architectes des bâtiments de France, qui peut euh, compliqué ou du moins être à prendre en compte les dossiers, les démarches. Il y a à l'écran un lien qui vous permet de voir si vous êtes dans une zone qui est concernée par les architectes de bâtiments de France ou pas. Et donc, il faut savoir que suivant la réponse que vous obtiendrez de leur part, l'instructeur du dossier, donc vous faites cette demande auprès de la mairie, euh, a parfois l'obligation ou non de suivre l'avis des architectes de bâtiments de France. Parfois, c'est simplement une recommandation. Et pour le photovoltaïque au sol, voilà, il y a quelques rares cas où il n'y a pas de formalité, mais sinon, je vous ai mis, voilà, c'est vraiment pour des petites puissances et des cas particuliers. Sinon, vous avez à l'écran les différents cas où vous pourrez simplement faire une déclaration ou alors où il vous faudra un permis de construire. Je vais passer maintenant à la thématique suivante, qui est l'autorisation environnementale unique. Dans le tableau que vous avez sous les yeux, c'est
les cas finalement où l'autorisation environnementale est systématique et nécessaire. Donc c'est ce que vous retrouverez dans la colonne de droite. Et il y a quelques cas où finalement l'autorité qui instruit les autorisations environnementales peut vous dire peut vous donner comme retour que vous n'êtes pas obligé d'avoir une autorisation environnementale. Donc là, voilà, on a pu recenser le cas de la centrale photovoltaïque au sol entre 300 kW crête et 1 MW crête, avec la particularité toujours dans l'autorisation environnementale unique qu'elle inclut un certain nombre de démarches. Et si vous n'avez pas besoin de faire l'autorisation environnementale unique, vous pouvez avoir besoin de faire les autres démarches euh, alors qu'elles ne seront pas incluses dans la démarche de l'autorisation environnementale. Si on fait un petit focus par filière, en ce qui concerne le bois énergie, il y a trois régimes, trois possibilités d'autorisation environnementale unique en fonction de la puissance de la chaudière bois que vous allez installer. Euh, et la méthanisation, c'est pareil. Il y a aussi trois régimes. Voilà, vous verrez un petit peu plus loin les critères qui permettent de savoir dans quel cas on est. Pour le photovoltaïque, il n'y a pas d'autorisation environnementale, puisque l'installation se fait sur la toiture d'un bâtiment qui existe déjà, donc on n'a pas de risque identifié sur l'environnement. Euh, Par contre, pour les centrales photovoltaïques au sol, là, effectivement, s'il n'y a pas besoin d'autorisation environnementale unique, ça dépendra de votre projet. Il y a certaines démarches qui peuvent demeurer nécessaires. Par exemple, l'autorisation de défrichement, la demande de dérogation pour les espèces protégées ou quelques particularités aussi qui peuvent apparaître dans certaines zones agricoles. On va désormais parler de la géothermie. La géothermie, finalement, la plupart des contraintes relèvent du code minier. Donc vous voyez à l'écran, dans les deux premières profondeurs, on va dire suivant les deux premiers critères, il n'y a pas besoin de faire une déclaration au titre du code minier si vous restez dans certaines profondeurs et puis certaines technologies. À partir du moment où vous allez aller dans la troisième ligne, finalement, dans les grandes profondeurs, là, vous allez avoir besoin de faire aussi une autorisation environnementale unique et une déclaration au titre du code minier. Et enfin, la dernière énergie renouvelable qu'on abordera ensemble, avant de passer la parole à Monsieur Humbert, ça va être l'hydroélectricité, qui est soumise à une autorisation, l'autorisation finalement d'utiliser le cours d'eau. Cette autorisation est délivrée par le préfet pour une durée limitée qui en général est de 30 ans. Et les règles d'exploitation vont dépendre des enjeux environnementaux du site concerné. Mais il y a là encore deux cas de figure, deux régimes. Le régime de l'autorisation pour les centrales qui sont en dessous de 4500 kW, donc, qui est quand même déjà une grosse puissance, hein, c'est déjà une belle centrale. Et au-delà de 4500 kW, voilà, on rentre un petit peu dans d'autres considérations avec un régime qui va s'appeler la concession. Euh, Finalement, ces autorisations, c'est des autorisations qui sont conséquentes, qui sont pas anodines et qui peuvent être réduites s'il y a un droit d'eau qui est déjà identifié à l'endroit où vous voulez monter votre projet. Donc pour ça, on peut faire appel à la mémoire des anciens et puis chercher un petit peu dans les archives. Mais voilà, s'il y a un droit d'eau, si le site a été autorisé par le passé à fonctionner, finalement, il y a des choses qui sont facilitées, il y a moins de démarches nécessaires. Ensuite, je vais passer à la troisième thématique, les démarches de finalisation de projet, euh, qui sont finalement réduites à la déclaration d'achèvement de conformité des travaux et la demande de raccordement. Alors, pour la demande de raccordement, il y a plusieurs ressources qui sont disponibles. Il y a un webinaire qui aura lieu dans quelques jours organisé par Énergie Partagée. Pour les personnes qui sont adhérentes de ce réseau, vous pouvez le consulter. Il y a surtout dans les ressources qui sont à la fin de ce diaporama. Bien sûr, on vous rendra le diaporama disponible. Euh, il y a les deux webinaires qui ont déjà été organisés, donc des webinaires hein, qui ont déjà été organisés par le réseau Géclair sur ces thématiques-là. Donc je vous encourage à aller les consulter. Pour retrouver la présentation sur laquelle je suis en train de parler, vous pourrez aller sur notre page, sur la page 100% Grand Est 100% énergie renouvelable YouTube.
ou dans la description de la vidéo, on mettra un lien qui vous permettra de retrouver la présentation et tous les articles utiles que j'ai mis en fin de présentation. La déclaration d'achèvement et de conformité des travaux, c'est un document qui atteste finalement la validité des travaux, leur conformité par rapport à l'autorisation qui a été accordée. Et la demande de raccordement, c'est ce qui va vous permettre de raccorder votre installation au réseau électrique. Voilà, avec un cas particulier, notamment pour la méthanisation, qui n'est pas un réseau électrique, mais voilà, pour tous les projets d'électricité, il va y avoir Enedis ou un autre gestionnaire de réseau qui va s'occuper de raccorder votre électricité, et cette demande est à prendre en compte parce que notamment parfois elle peut être assez longue, et puis faut être certain des coûts que ça va demander aussi. Je vais, après cette rapide présentation, donner la parole à Benoît Humbert, qui va prendre le relais pour nous faire un focus sur sur l'évaluation environnementale. Je vous laisse la parole, monsieur Humbert. Merci, Monsieur Roy. Oui, donc moi, je suis Benoît Habert, je suis inspecteur en charge des énergies renouvelables, je suis inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement. À ce titre, je m'occupe essentiellement d'énergie éolienne et puis un peu également de méthanisation, et donc je suis responsable du pilotage de la task force éolien. Je reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure. En gros, c'est une équipe au niveau régional en charge de l'instruction des dossiers éoliens, notamment en appui des unités départementales sur le sujet. Voilà, vous pouvez passer, Monsieur Roy. Allons-y. Alors, pour les projets éoliens, quel est le cadre réglementaire? Donc, c'est un projet éolien est soumis à la rubrique dite ICPE, donc à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc la rubrique dite 2980, et cette rubrique, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'un projet est soumis à déclaration, c'est-à-dire une simple déclaration à faire en préfecture, si les mâts sont inférieurs à 50 mètres et si la puissance est inférieure la puissance totale du projet est inférieure à 20 mégawatts. Dans ce cas-là, une simple déclaration en préfecture suffit au titre de l'autorisation environnementale, mais il reste effectivement, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, à obtenir un permis de construire sur le sujet. Dans tous les autres cas, on est soumis à autorisation environnementale au titre de l'autorisation. Et donc, l'enquête publique se fait dans un rayon de 6 km, et on est soumis à des prescriptions générales qui sont mentionnées dans l'arrêté ministériel du 26 août 2011. Voilà, donc l'autorisation environnementale, donc c'est l'autorisation ICPE, et elle a ceci de particulier qu'elle embarque d'autres procédures d'autorisation qui pourraient être requises sur d'autres projets. Donc là, on est sur une autorisation unique, et il y a un seul dossier à déposer qui est instruit une seule fois par un service coordonnateur qui est l'ADREAL, qui ensuite va prendre à tâche de tous les autres services pour instruire toutes les thématiques qui peuvent exister dans ce projet. Donc notamment, on peut traiter des problèmes, enfin, des questions de défrichement, des questions d'autorisation d'exploiter au titre du code de l'énergie, des dérogations pour les espèces protégées, donc avifaune, chiroptère, etc. Des conformités aux règles d'urbanisme, c'est-à-dire que l'autorisation environnementale vaudra, en matière d'éolien, c'est une spécificité, vaudra permis de construire, autorisation au titre des obstacles à la navigation aérienne. Il y en a d'autres, mais qui sont quand même beaucoup moins courants. Voilà, vous pouvez passer, Monsieur Roy. Le contenu du dossier, il est fixé par le Code de l'environnement. Il y a des choses très basiques qu'on retrouve dans toutes les autorisations environnementales: l'identité du demandeur, la description du projet, la localisation du projet, des cartes, des plans, des notes de présentation, une étude d'impact, qui est le document principal en matière d'éolien, une étude de danger, et puis la conformité aux documents d'urbanisme des communes d'implantation. Voilà. Globalement, il y a des recommandations qui ont été formulées par l'Adréal Grand Est pour la constitution des dossiers de demande d'autorisation environnementale pour les projets éoliens. Vous avez le lien dans la vidéo, mais j'imagine qu'après le support vous sera diffusé, mais c'est un document qui est facilement trouvable sur Internet et qui regroupe en fait notamment
pour l'étude d'impact, ce qu'on veut voir à minima dans chaque dossier qui est déposé par un pétitionnaire. Voilà, on peut passer. Alors, quels sont les principaux enjeux pour les projets éoliens? Donc, voilà, il y en a 3 principaux, qui ne sont pas forcément dans l'ordre que je vous ai mis là, mais il y a la partie biodiversité, notamment avifaune et chiroptères, les chauves-souris, avec des risques de collision ou de barotraumatisme qui sont susceptibles d'avoir un impact défavorable sur la biodiversité. Et donc ça, ce sont des points qui sont très largement traités dans les études d'impact qu'on peut voir et qui peuvent générer derrière des prescriptions, notamment de bridage ou de systèmes de détection de l'avifaune avec mise à l'arrêt des éoliennes pour essayer de réduire au maximum, d'éviter et de réduire au maximum les pertes liées au fonctionnement des éoliennes. Un autre enjeu majeur également, c'est le paysage, notamment tout ce qui va être lié, alors bien sûr, aux monuments historiques qui peuvent être situés aux abords en co-visibilité ou en visibilité directe des mâts qui vont être implantés, mais aussi tout ce qui va être paysage, notamment lié aux zones UNESCO qui peuvent exister dans la région. Donc, je penserais par exemple notamment au coteau de Champagne. Vous avez également les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui existent. Donc il y a différentes zones UNESCO qui sont répertoriées, qui existent et sur lesquelles on peut pas faire n'importe quoi. Et puis également le cadre de vie. Donc là, ça va être lié notamment dans certaines parties de la région. Il y a des zones qui sont quand même très très saturées déjà en éolien et sur lesquelles on fait quand même voilà, on vient quand même créer pas mal de contraintes pour le cadre de vie des personnes qui sont présentes. Donc, on est vigilant à cela également, à ne pas aggraver outre mesure l'existant. Voilà. Ça, c'est les principaux enjeux qui sont, je dirais, relevés en priorité par les instructeurs. Il peut y en avoir d'autres, notamment je ne l'ai pas mis là, mais tout ce qui va être lié aux zones humides, l'implantation de mâts éoliennes en zone humide ou lié aux zones aux eaux souterraines, notamment pendant les phases de travaux, etc., etc. On peut aussi avoir du défrichement dans certaines zones. Voilà. Donc tout ça, ce sont des enjeux qui sont assez nombreux et qui sont instruits par l'ADREAL en collaboration, j'insiste, avec tous les autres services qui nous prêtent main forte sur le sujet. Il y a des contraintes qui existent également sur le développement de l'éolien, donc notamment liées au radar civil et militaire. Donc là, on est tenu aux avis favorables de la DGAC et du ministère des Armées sur le sujet. Avis favorable, voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, dès lors qu'on va avoir un de ces avis qui n'est pas favorable, le préfet est tenu de rendre une décision de refus ou de rejet sur ces projets-là. Il y a également des servitudes de transport, notamment transport d'énergie, de communication, qui peuvent exister, donc les routes également, les voies de chemin de fer, les réseaux d'eau, d'électricité, de gaz, qui constituent autant d'endroits où on ne peut pas venir implanter d'éoliennes. Tout cela fait que, effectivement, les zones dans lesquelles on peut implanter de l'éolienne se réduisent d'autant à chaque contrainte ou à chaque enjeu, je dirais, un peu rédhibitoire. Et du coup, l'ADREAL a défini des zones, a défini au mieux, je dirais, des zones favorables au développement de l'éolien en identifiant chaque zone où il y a des enjeux particuliers ou des contraintes rédhibitoires sur lesquelles on ne pourrait pas mettre d'éolien. Et donc, quand on soustrait toutes ces zones, on arrive à trouver des zones favorables au développement de l'éolien. Donc, sur la carte que vous avez à droite, là, ce sont les zones en bleu. Et puis, j'ai mis d'autres zones qui constituent des contraintes. Donc là, notamment, il y avait
une zone UNESCO, je crois, et puis en jaune, je ne sais plus ce que c'était, peut-être un radar, je ne sais plus. Voilà, donc cette carte, elle est disponible pour tout le monde et elle permet d'identifier les zones qui sont favorables au développement de l'éolien. À bien retenir tout de même que ce n'est pas parce qu'on est dans une zone en bleu que le projet est automatiquement accepté, ni que si on est en dehors d'une zone en bleu, le projet est automatiquement refusé. J'ai envie de dire que dès qu'on est en dehors d'une zone en bleu, on va regarder dans quelle zone on se situe, et il faudra d'autant plus être attentif aux justifications qui seront apportées dans l'étude d'impact sur on va dire sur la zone concernée. Donc, par exemple, si vous êtes dans une zone dite Natura 2000, il faudra vraiment justifier plus précisément en quoi le projet n'a pas d'impact ou qu'est-ce qu'on fait pour le réduire au maximum. Voilà pour ce qui est des projets éoliens. Voilà, donc juste un point sur la task force. Alors pourquoi une task force? Elle a été mise en place en 2022 pour résorber l'encours sur les dossiers en instruction, les dossiers éoliens en ceci de particulier qui a beaucoup d'enjeux. C'est des projets, des dossiers qui sont avec des délais d'instruction qui sont longs, très longs, trop longs même. Et donc, une fois que ça a été identifié, cette task force a été mise en place, et donc elle a permis de réduire un peu l'encours des dossiers. Là, actuellement, je n'ai pas les chiffres à jour exactement, mais on doit être entre 95 et 100 dossiers en cours d'instruction dans la région. Et elle regroupe donc les instructeurs à la fois des unités départementales et puis des instructeurs dédiés dont je fais partie au sein du pôle ressources de l'Adréal, où on a compétences régionales et on est susceptible de prêter main forte à nos collègues des départements. Voilà, on avait fait l'estimation, sans la task force, aujourd'hui on serait autour de 160 à 170 dossiers en cours d'instruction. Pour nous contacter, vous avez l'adresse mail qui est juste en dessous et qui permet de contacter directement donc, la task force au niveau régional pour toutes les questions relatives à l'éolien. Voilà, au sein du pôle ressources, on a également donc, l'instruction des projets de méthanisation. Donc les projets de méthanisation sont soumis à la rubrique ICPE 2781 et donc on peut relever de trois régimes différents. Donc le régime de déclaration pour toutes les matières, dès lors qu'on a moins de 30 tonnes par jour de matière entrant dans le méthaniseur. Le régime de l'enregistrement si on est entre 30 et 100 tonnes, et le régime de l'autorisation si on est au-delà de 100 tonnes. Tout cela s'appréciant en moyenne journalière pondérée. Voilà. Et donc, à chaque fois, vous avez des arrêtés ministériels qui sont applicables à ces installations, mais qui, globalement, sont très, très identiques sur les objectifs poursuivis. Voilà, donc en fonction du régime, donc déclaration, enregistrement, autorisation ou du statut des digestats, déchets ou produits, le contenu du dossier et la procédure d'instruction diffèrent. Donc en fait, globalement, c'est difficile de présenter, comme pour l'éolien, précisément ce qu'il faut mettre dans le dossier. Effectivement, il y a déjà les digestats qui peuvent être considérés soit comme des déchets et donc répondre à certaines contraintes liées à l'épandage des déchets, soit comme des produits, c'est-à-dire répondre à des contraintes liées à un cahier des charges qui permet derrière de considérer ces digestats comme étant un produit qui peut être mis en vente sur le marché. Donc rien que là, déjà, on a des choses un peu différentes qui vont être demandées. Dans un cas, il y a un plan d'épandage, dans l'autre cas, il n'y en a pas. Et puis, si on est à déclaration ou à autorisation, effectivement, les contraintes sont... le contenu du dossier est vraiment pas tout à fait le même. Voilà, donc le mieux, évidemment, c'est des dossiers qui, en général, nous sont... les porteurs de projets ont l'aide de bureaux d'études pour déposer ces dossiers-là, mais en cas de besoin, on est là également pour répondre aux interrogations des pétitionnaires par la boîte mail fonctionnelle que vous avez ci-dessous.
Sinon, globalement, on retrouve toujours un peu les mêmes choses à mettre, donc l'identité du demandeur, des études d'impact, de danger, des études d'incidence Natura 2000, éventuellement un plan d'épandage, etc., etc. Mais c'est un peu compliqué en 30 minutes de faire un point précis. Alors, sur les principaux enjeux, on a des enjeux liés à des enjeux vraiment accidentels, puisque c'est des installations qui contiennent des masses de gaz explosifs, de méthane assez importants, donc avec des risques d'incendie ou d'explosion des méthaniseurs. Il y a du REX sur le sujet, c'est pas un fantasme. Des risques de déversement de matière, des risques toxiques également liés à la présence de sulfure d'hydrogène. Là aussi, il y a des accidents mortels même, qui se sont déroulés déjà. Donc il y a des risques accidentels liés à ces installations. Et puis des risques liés, j'allais dire, aux commodités de voisinage, l'exposition chronique, donc commodités de voisinage sur les odeurs. Il y a beaucoup de plaintes en matière de méthanisation dès lors que le process n'est pas bien maîtrisé, que les installations sont pas bien entretenues ou pas suffisamment nettoyées, ou voilà, il y a des odeurs qui peuvent incommoder le voisinage. Et dans ce cas-là, il y a des plaintes, et dans ce cas-là, la DREAL intervient. Il y a effectivement un problème lié également à l'épandage. La plus grande partie de la région est située en zone vulnérable aux nitrates. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte au moment des plans d'épandage. Donc on ne peut pas épandre n'importe où et surtout n'importe quand. Et donc ça nécessite pour les installations d'avoir des capacités de stockage des digestats qui soient suffisantes pour je dirais, pendant les périodes, notamment d'hiver, où l'épandage n'est pas autorisé, pour pouvoir conserver les digestats sur site. Donc ce sont les principaux enjeux des installations de méthanisation, voilà, quels ils sont, avec la gestion de l'eau, évidemment, qui est un point central dans les installations de méthanisation. Voilà. Voilà, donc à la demande du réseau, je vous fais un petit point également sur les procédures d'instruction ICPE. Alors c'est valable éolien, c'est valable méthanisation, et c'est valable toute demande d'autorisation liée à une installation classée pour la protection de l'environnement, par exemple les chaudières biomasse qui ont été évoquées tout à l'heure. Donc actuellement, jusqu'en octobre 2024, ça se déroulait par phases successives, avec une phase amont qui n'était pas obligatoire, mais qui était des échanges en amont avec l'administration pour essayer un petit peu de cadrer ce qui était requis dans le dossier, et quels seraient les enjeux et les points sur lesquels il fallait insister. Ce n'était pas obligatoire, mais ça se faisait très régulièrement, et ça permettait d'avoir un dossier qui était déposé, qui était de meilleure qualité, avec une phase d'examen du dossier, avec éventuellement une demande de complément si le dossier n'était pas jugé complet, une phase d'enquête publique, et puis qui était suivie par une phase de décision. Voilà, et puis des recours derrière éventuellement. Donc ça, c'était jusqu'en octobre 2024, et puis la loi énergie verte est passée par là, et puis va, à partir d'octobre 2024, modifier un peu ce processus, avec une phase, toujours une phase, j'ai un petit peu de mal à le décrire parce que je ne le pratique pas celui-ci, mais toujours une phase amont, je dirais. À un moment, le dossier est déposé auprès d'un service instructeur, donc auprès de l'ADREAL, et puis ce dossier, il va être regardé par l'ADREAL, qui va devoir le déclarer complet et régulier, éventuellement en faisant une demande de complément. Et puis dès lors qu'il a été déclaré complet et régulier, le commissaire enquêteur est désigné, et puis là on rentre dans une phase officielle d'examen-consultation, c'est-à-dire que dans cette phase, on va à la fois aller solliciter les services contributeurs, ARS, éventuellement les services de la navigation aérienne, militaire ou civils, les bâtiments de France, etc., etc., tous les services qu'on consulte habituellement, il peut y en avoir beaucoup.
Et en même temps, on va avoir une phase de consultation du public en parallèle avec en même temps l'enquête publique et l'avis de la MRAE qui va être donc de l'autorité environnementale qui va être sollicité. Tout cela va phosphorer pendant 3 mois, 3 mois qui sont définis par des réunions d'ouverture et de fermeture de l'enquête publique. Et puis, à l'issue de cela, il y aura une phase de décision où l'ADREAL proposera au préfet d'autoriser ou de refuser le projet. Voilà. Et puis voilà, donc la future la future procédure qui se caractérise avant tout par 2 phases en parallèle d'examen et de consultation. Très concrètement, ça veut dire que pendant la phase de consultation du public, les avis des différents services ne seront pas tout de suite disponibles, mais ne viendront que dans un second temps. Donc ça, c'est un petit peu la particularité, parce qu'actuellement, en enquête publique, en fait, les avis sont disponibles, y compris l'avis de l'autorité environnementale, qui là n'arrivera finalement qu'en toute fin de phase de consultation du public, par exemple. Donc c'est une procédure qui sera applicable à partir d'octobre 2024 pour les projets qui seront déposés à partir de là, et qui sera, enfin qui pour l'instant doivent faire encore l'objet de décrets d'application, et qui fera également l'objet d'une instruction auprès des services instructeurs pour préciser certaines choses, notamment par exemple sur les avis favorables qui sont requis. Je pense qu'on ira plutôt les chercher avant de déclarer le dossier complet et régulier, plutôt que de se rendre compte en phase de consultation que l'éolienne est trop haute, par exemple, et qu'elle ne peut pas être autorisée au titre de la navigation aérienne. Ce serait un petit peu dommage de se rendre compte en phase de consultation des services. Voilà. J'espère avoir été clair, hein, et à la fois clair et à la fois d'avoir respecté le temps imparti, et je suis à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Humbert, pour cette présentation, pour tous ces éléments. Avant de passer à la phase de questions, il y a simplement une remarque que je voudrais dire. On s'est posé la question si finalement il n'y avait pas besoin d'aller un peu plus loin dans le sujet. Et donc, s'il y a des participants qui trouvent que c'était trop du survol, qui souhaitent aller plus loin, n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat. Si on sent qu'il y a un besoin, on pourra éventuellement organiser une présentation un peu plus longue s'il y a des gens qui ressentent ce besoin, quoi. Voilà, maintenant je vous laisse la place pour les questions. N'hésitez pas, c'est le moment. Et maintenant que là, voilà, allez-y. Pour l'instant, on a une première question de... Hop là, je laisse la parole à Bernard Gucci. Oui, bonjour. Donc, Bernard Gucci, je suis de la structure Alter Alsace Énergie. Euh, J'avais une question sur l'éolien. Il me semble que la hauteur maximale pour des immeubles ou des édifices, c'est 150 mètres à cause de la réglementation de l'aviation militaire. Je voulais savoir si les 150 mètres, c'était bien la bonne hauteur ou si c'était plus haut. Alors, chaque projet qui est déposé fait l'objet d'une consultation du ministère des Armées, et qui se positionne notamment sur la hauteur des éoliennes. Il y a des projets qui font plus de 150 mètres et qui peuvent faire l'objet d'un avis favorable, et puis d'autres projets qui vont faire moins de 150 mètres et qui vont faire l'objet d'un avis défavorable. D'accord. Je dirais en fonction des différentes contraintes. Donc j'ai parlé beaucoup des contraintes radar, mais il y a d'autres contraintes qui existent du point de Oui. vue des armées, notamment liées au réseau de circulation des engins, des avions militaires. Il peut y avoir des contraintes différentes en fonction des zones. Elles sont toutes notamment regroupées dans la cartographie que je parlais tout à l'heure. Mais il n'y a pas en tout cas de limite à 150 mètres. Voilà, tout dépend en fait de la zone dans laquelle on se situe, et tout dépend finalement de l'avis favorable ou pas des armées sur le sujet. D'accord. Et pour répondre à Benoît, concernant une éventuelle autre présentation, je crois que chacun vient avec des projets en tête, anciens, actuels ou futurs. Donc, ce serait mieux d'avoir
la possibilité pour chacun de se renseigner sur son sujet en particulier, en profondeur, et d'avoir donc une adresse, un numéro de téléphone, un contact pour le faire, quoi. Parce que sinon, aller profondément dans tous ces sujets, vu le nombre de types d'installations classées, c'est pas 2 heures qu'il faudra, c'est la journée. Merci Bernard. Effectivement, Merci. on fera peut-être des focus par filière. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Pardon, Priscilla Traverso, je vous laisse la parole. Bonjour, Priscilla Traverso de l'ALEC Sud Parisienne, porteur du dispositif Les Générateurs également. J'avais une question sur les modifications sur l'instruction des dossiers ICPE. Je voulais savoir, alors je comprends qu'en fait l'idée c'est de réduire un peu les périodes d'instruction et de favoriser le développement de projets. La question que j'avais, c'était quel est, alors on ne sait pas, mais quel pourrait être l'impact en termes d'acceptabilité de ce type de projet si justement on n'a pas tous les avis entre les mains au moment où on fait la consultation. Est-ce que ça va pas créer plus de méfiance de la part de la population, des citoyens? Comment, enfin, est-ce qu'il y a un risque à ce niveau-là ou est-ce que non, ça passera, enfin, quel est votre point de vue? Moi, je suis un technique hein, de cette. Je serai un technique de cette procédure, donc chargé de sa mise en œuvre. Voilà, votre question, je pense qu'elle est bonne. Actuellement, effectivement, en phase de consultation du public, le public dispose d'un ensemble d'éléments dès le début de la consultation qu'il n'aura pas forcément, enfin, qu'il n'aura même pas à partir du mois d'octobre. Il les aura, mais à l'issue de la procédure, enfin en toute fin, les éléments arriveront en cours de procédure. Moi, voilà, sur l'impact, très honnêtement, voilà, je ne peux pas vous répondre sur ce point. Mais la question, elle est bonne, hein, mais on sera chargé de mettre en œuvre la procédure telle qu'elle est, elle est inscrite dans le Code de l'environnement et en suivant les instructions qu'on nous donnera à ce propos. Et effectivement, la question est bonne, mais je ne peux pas y répondre comme ça, quoi. Du coup, peut-être pour élargir, et puis pour ceux qui ne sont pas encore plongés dans toutes ces démarches-là, est-ce que vous pouvez nous redire un peu ce en quoi constitue l'enquête publique? Est-ce que c'est des réunions obligatoires? Est-ce que c'est juste un papier en mairie? Et combien de temps ça doit durer? Et voilà, est-ce que juste un peu préciser une enquête publique, à quoi ça Alors, correspond? actuellement, l'enquête publique, c'est, on va dire, déjà la mise à disposition de l'ensemble du dossier. Et ça, vous le trouvez systématiquement pour toutes les enquêtes publiques sur les sites des préfectures concernées. J'invite chacun à aller consulter ça, ne serait-ce que par curiosité. Donc, en fait, l'ensemble du dossier qui a été soumis à l'instruction est disponible. Voilà, ça c'est une première chose et pas la moins importante. Et puis ensuite, effectivement, c'est la nomination d'un commissaire enquêteur qui va tenir des permanences dans des mairies pour que les personnes puissent venir à la fois consulter le public et consulter le dossier, pardon, et faire leurs remarques sur le dossier. Par la suite, il y aura effectivement des réunions d'ouverture d'enquête publique, je crois, et de clôture d'enquête publique qui seront mises en œuvre sans qu'on sache encore précisément quelles seront les modalités exactes de celle-ci, mais tout ça, je pense, sera cadré par les décrets à venir. Et peut-être une autre petite précision sur les études d'impact. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que ça doit durer 1 an pour savoir tout ce qui va se passer sur un site pendant 1 an? Est-ce que ça doit prendre en compte tous les aspects ou juste les plus sensibles? Alors non, l'étude d'impact, on demande quand même qu'elle soit assez exhaustive. Encore une fois, dans les recommandations qui sont formulées par l'Adréal Grand Est, vous avez le détail de ce qui est attendu, mais ça se déroule sur, voilà, on dit plus volontiers 4 saisons que 1 an, parce que c'est plus parlant, je pense, du point de vue de ce qu'on attend. Voilà, puisqu'on étudie la biodiversité, elle n'est quand même pas la même en hiver qu'en été. Et oui, c'est ce qui est attendu, c'est à minima 1 an, et sur l'ensemble des enjeux concernés, notamment en matière de biodiversité. Voilà. Et l'étude d'impact ne concerne pas que la biodiversité, mais si ça dure durer 1 an, c'est bien à cause de la biodiversité, effectivement.
pas d'autres questions pour l'instant. Benoît, si tu veux conclure, après se poser la question d'avoir un interlocuteur. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, monsieur Imbert. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un quand on a des questions? Ah bah, j'ai donné des adresses mail là, fonctionnelles, que ce soit pour la partie éolien ou la partie méta. Après, oui, effectivement, on se tient à votre disposition au besoin, y compris par téléphone s'il y a besoin, oui, bien sûr. Mais écoutez, je propose qu'on clôture ce DGNR. Je remercie à tous les participants qui sont venus, qui ont pris du temps pour assister à cet événement. Un grand merci à Monsieur Benoît Imbert d'avoir apporté ses connaissances et puis sa Merci à vous. présentation aujourd'hui. Si ça vous convient, on va se souhaiter à tous une bonne après-midi, bon appétit à ceux qui n'ont pas encore eu le temps de manger. Et puis n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web, Géclair ou Générateur. Et puis vous retrouverez l'enregistrement de cette vidéo et puis les ressources utiles, la présentation notamment, sur notre page YouTube. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.